Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramé dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les petites nouvelles, spéciales élections états-uniennes. Salut, bonjour à tout le monde. Ouais. Bah, Qui était chameautiste? Est-ce qu'il y a du chameautisme? je le voyais gagner parce qu'il y avait une dynamique en sa faveur et la campagne de l'autre est en train de s'effondrer et tous ses soutiens n'arrivaient même plus à le cacher. D'ailleurs, il y avait même des défections, que ça n'allait nulle part. Et mais je pensais pas qu'il y aurait il y aurait un tel écart. Après, comme c'est une élection indirecte, il y a un effet cliquet. C'est-à-dire que quand un État qui bascule, c'est des dizaines, c'est entre 10 et 30 grands électeurs qui passent. Donc l'écart peut être violent. Donc ça n'a rien à voir avec les élections qui se passent en France. Je pense que la leçon, c'est qu'à un moment, tu peux pas non plus envoyer n'importe qui, même avec une montagne de n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Clairement. Non mais sans déconner. J'ai parcouru certains blogs ou trucs de forums où il y a pas mal de gens de Californiens par procuration, je les appelle les de galoricains, qui sont en train de chialer, de traiter que de toute façon les Américains sont des sauvages irrécupérables, etc. Que c'est l'abomination et l'adhésion, mais les plus intelligents disent quand même, c'était quand même compliqué la proposition de Kamala Harris parce qu'elle devait à la fois faire le grand écart entre une base démocrate, l'habitude, remarque, démocrate de plus en plus très à gauche, radicalisée sur les questions sociétales, ce qu'on appelle le wokisme. Mais il fallait draguer les républicains modérés qui n'aiment pas Trump, mais sont quand même des républicains, des gens quand même assez tièdes sur les questions sociétales. Il fallait aussi, bien sûr, cultiver le vote des minorités, mais ces minorités sont pas forcément aussi très ouvertes sur les questions sur les questions sociétales. Donc en fait, c'était très flou. Il aurait fallu être un excellent communicant et un très bon acteur Ouais, mais pour vendre ça. Seb, tu rates le truc en fait, parce que tu viens nous faire exactement le problème Kamala, c'est-à-dire que tu as des spécialistes en communication qui ont fait bon, on se positionne comme ça, on fait un positionnement magnifique, et ils font un truc hyper compliqué pour chaque territoire, un panneau comme ça avec 10 variables, des équations du deuxième degré, tout ce que tu veux, troisième degré. Et puis les mecs découvrent, en la mettant finalement sur scène, qu'elle ne sait pas parler devant une caméra. Ouais, c'est un peu la base. Le plan était génial, mais en fait, elle passe pas la première case, quoi. Donc c'est un pion. Surtout que c'est T'avais besoin d'un cheval ou une tour, et t'as eu un pion, et tu fais merde. Ouais. Ça va que tout droit le truc. Ah bah c'est dommage, c'est con. Moi, j'aurais aimé être une petite souris pour voir comment ça s'est passé. Parce qu'ils se sont dit, moi, comme beaucoup, en 2020, on se disait, bon, le Biden, il a pas l'air très frais, déjà dès 2020. Bah, gentiment lui donner son bâton de maréchal et préparer l'autre pour être la future candidate, parce qu'elle coche toutes les cases. Il y a juste un problème, c'est qu'elle a été totalement invisible pendant les 4 ans que Biden s'est représenté, qu'on a vu que le mec ne contrôlait même plus. Je vais utiliser un autre registre pour être beaucoup plus clair avec les téléspectateurs. Il y avait un débat entre 4 grands experts disant, mais est-ce qu'il faut lire du Victor Hugo? Non, plutôt de l'Apollinaire. Moi, je trouve ça plus fin. Les mecs disent, non, mais moi, je suis plus Céline, c'est une gouaille, nanana. Et puis, finalement, ils mettent la personne devant un pupitre et la personne ne sait pas lire, en fait. Voilà, c'est... Mais c'est lire quoi? On se rappelle les théories.
Excuse-moi, Sébastien, on se rappelle les théories du complot au moment de l'élection de Biden. On disait que Mhm. Biden se retirerait au bout d'un mois et demi et serait remplacé par Kamala Harris. Ouais. Donc, Ou qui mourrait en cours ou de qui mandat. mourrait. Mais il Non, est mais peut-être c'est qu'en mort, il est peut-être 4 mort, ans, on le sait pas. Parti démocrate et ses tentacules, parce que le parti, les grands partis, en fait, ne sont que le noyau central d'une galaxie de fondations, de pépinières, de tout ce que tu veux, d'ONG, et ils n'ont pas fait émerger une personnalité qui pourrait faire quelqu'un qui est juste un bon acteur, quoi. Et là, non. On a l'impression ils l'auraient attrapé. Ils auraient été, je ne sais pas, dans sa banlieue, la banlieue chic où elle habite. Ils auraient défoncé sa porte. Ils l'auraient attrapé, arraché de son canapé où elle était en train de se servir un verre de chardonnay, en train de mater Netflix. Ça va être toi la candidate démocrate en piste, ma grande. Et ça, elle aurait pas été, tu vois, ils auraient Marc, comment, Ah, c'est un vrai scénario elle a de une très film belle peau quand américain. même pour son âge. Candidate malgré elle. non, je veux Candidate dire, il y a, malgré elle. c'est que l'autre a été accroché sur son pupitre comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle s'exprimait en public. La meuf, elle a été quand même procureure en Californie. C'est pas n'importe. C'est-à-dire l'équivalent de ministre de la Justice, mais pour un pays de 30 millions d'un pays européen en termes de rapport de proportion de Oui. taille européenne. Non, rien, de rien, de rien. C'est-à-dire qu'au moins, nous, ils font l'ENA, c'est-à-dire qu'ils sont nuls mais ils apprennent à parler pour ne rien dire. Là, Oui. visiblement, elle avait pas même la formation Moi, bullshit, j'ai pas eu la beaucoup moyenne. pensé à Kamala Harris. Je ne sais pas si vous êtes allé voir au cinéma Smile 2, où à un moment, il y a la chanteuse qui doit parler devant un gala, devant un téléprompteur. Et comme elle est possédée par un démon, c'est un film d'horreur, et bien brutalement, le téléprompteur s'arrête et il y a des paroles démoniaques qui remplacent le discours qu'elle devait faire. Ah, Voilà, excusez-moi, j'ai mais pensé à Kamala Harris à ce si ça moment-là. avait eu lieu, elle aurait fait un meilleur score. Parce qu'un démon s'exprime correctement, même si ça fait un peu flipper le public. Moi, le problème de Kamala, c'est que c'est une matière inerte. Je ne suis pas Oui, oui, stimulé. non, mais Parce que si ça me stimule négativement, je peux faire des choses avec mon cerveau. Là, j'ai juste peur. Je dis, bon, c'est C'est quoi? bien de On peut préciser pas, on avec ton m'adresse. cerveau. Bah, je crois, en tout cas. En tout cas, bon. Oh En là tout cas, elle a une là. très jolie peau. Et pour son âge, elle est plutôt. Le problème, c'est qu'elle a un rire qui fait peur. On dirait un Mm. canard décédé. Donc... Ah! Un canard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qui l'a autorisé à sortir de la cave, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Qui lui a jeté un morceau de viande? Bonjour, Bastien. Bon, peut-être pour recadrer un peu, parce que là, on part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai deux grandes questions, en fait, qui, je crois, sont intéressantes, parce qu'en fait, on peut rire, parce que la situation et le monde est devenu complètement ubuesque, et on pourrait faire les gorges chaudes jusqu'à demain. Moi, j'ai deux grandes questions, et on peut les prendre dans n'importe quel ordre, ou les traiter ou en traiter une et pas en traiter l'autre. La première question, c'est peut-être de voir la pérennité des équipes, parce qu'en fait, pour moi, j'annonce tout de suite la couleur. Chez les démocrates, je ne vois pas de personnalité qui est sortie en fait de terre et qui pourrait avoir un avenir politique dans ce spectre-là. Par contre, j'ai vu quand même des Tulsi Gabbard, des Zizek, des Vivek et un nombre de personnalités que j'ai découvert par la et même le vice, donc un peu fade mais qui se débrouille bien en débat. On voit quand même une génération de politiciens à droite qui a été bénéficiaire de cet espace médiatique. On peut parler de la façon dont s'est déroulée la campagne, mais en tout cas, cette idée qu'a sorti Peterson d'avoir les X-Men, c'est-à-dire Musk, Kennedy et une série de personnes qui sont des vraies personnalités, je pense, qui existent par elles-mêmes. Je crois qu'il faut quand même faire le constat de ça. Et ma deuxième question, c'est Trump prétend que les États-Unis vont pas aller en guerre. Moi, pour le dire assez simplement, c'est un empire militaire. Et qui veut séparer le continent monde, donc produire des conflits. Je ne vois pas très bien l'empire persister sans guerre. C'est les deux grandes questions que j'ai envie de poser. Est-ce que la première vous intéresse? Est-ce qu'il y a des personnalités à gauche que j'aurais ratées? Est-ce que vous avez été un peu intéressé par les non, personnalités? Voilà, c'est ma première question. il n'y a pas de personnalité à gauche. Tous ceux qui tiennent un État se sont fait porter pâle quand il s'agissait de remplacer Biden. Ils s'en tiennent là. En général, ils ont des grosses casseroles au cul. Il y a un effet de. Faut aussi savoir que la maison République Great Party se porte pas mieux que la maison démocrate. D'ailleurs, pour ça que Trump a pris le pouvoir chez les républicains. C'est un intrus.
il est pas du tout de culture. Il est entré Il est là-dedans. démocrate à la base, faut Il Il jamais les a oublier, expropriés Trump. de leur propre parti. Les caciques républicains ont été expropriés de leur propre parti, de leur propre primaire. Ça a été le casse du siècle parce qu'en face, ils étaient un peu voués à être les sparring partners des démocrates. On Parce a que une sur le pensée papier, émue pour Jeb Bush. voilà. Il nous manque. Euh, et Non, je déconne. les démocrates, bah, en fait, que ce soit par des actions en justice ou par eux-mêmes, il va falloir une purge colossale parce que qu'ils en soient réduits à vouloir représenter Biden alors que ça se voyait que le type était en déclin cognitif sévère. C'est complotiste. Ah merde, j'ai deux mots. Non, toute l'Amérique s'en est rendu compte avec le débat. Et qu'ils ont Mais dû avant le improviser. débat, ça a été brutal le déclin cognitif. Oui. Avant, il était super. Avant, il était Tout le parfait. monde avait La veille, il faisait des claquettes. Donc, non, mais il y a Et puis un par effet. rapport à sa femme, si tu avais vu ce qu'il lui avait mis la veille, peut-être ça qui a entraîné le déclin cognitif. On sait jamais. Non, mais le drame, le véritable. je n'approuve pas. Le truc, c'est que le Parti démocrate, il est piloté de l'extérieur par la fondation Clinton, par les grands donateurs, par tout ce que tu veux, par des acteurs qui restent dans l'ombre. Donc peut-être que le Parti démocrate a besoin de la victoire de Trump et que si Trump fait vraiment quelque chose pour assécher le marais, comme il dit, il peut y avoir un renouveau du personnel politique. Mais là, c'est complètement verrouillé. Moi, cette hypothèse-là, je la trouve pas très crédible, vu l'argent qui a été mis dans cette campagne. Je veux dire, Pour rien. on est quasi on est proche des 2 milliards. Pour Je veux dire, c'est plus de l'arrosoir, là. C'est carrément, tu te vides, en fait. Quoi. En fait, globalement, Kamala Harris, c'est la Chris Roberts de la politique américaine. Elle a fait Star Citizen. Oh. C'est un peu ça, la campagne de Kamala Harris. Mais beaucoup de thunes pour rien. Ah oui. Mais là où c'est quand même Plus sérieusement, moi, sur la question que tu posais sur la recomposition, moi je me demande, est-ce que c'est encore pertinent de parler de parti républicain? Parce que le parti, les structures du parti partisane républicaine, elles ont été épurées par Trump. Liz Cheney, je pense qu'elle ne va pas trouver un boulot tout de suite. Il y avait, comment il s'appelait, le speaker à la Chambre en 2016, il a été purgé. En réalité, il y a une vraie purge. Et c'est un nouveau parti. Ouais, mais c'est dans la tradition des Américains. Les démocrates étaient Jim Crow. Cette inversion est très habituelle chez les Américains, même en partie en Europe. Hein, je veux dire, les libéraux, ce qui était libéraux à gauche, étaient à gauche au début. Là, pour moi, c'est la deuxième grande inversion entre gauche-droite. C'est-à-dire que, honnêtement, le Parti démocrate et le Parti de la liberté d'expression et de la pensée libre, ben là, tu vois que ça s'est de nouveau switché. C'est assez habituel aux États-Unis. Ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on est face aux républicains 3.0, en fait, le nouvel avatar des républicains, et que les démocrates n'ont pas achevé leur mue. Mais que on va avoir aussi le Gremlins. Il va arriver. C'est juste qu'on l'a peut-être moins aspergé d'eau que l'a fait avec les républicains. Il attend sa dissection, quand même. Il va muer après qu'on l'ait charcuté, je crois. Parce que là, si j'ai bien compris... c'est The Thing. C'est pas les Gremlins. Bastien, tu peux peut-être un peu étayer, mais je crois qu'en théorie, on peut un peu croire Trump et un peu croire Musk. Ce qui va arriver au Parti républicain, démocrate, est assez violent. On est parti pour un film d'horreur de dissécation. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, là-dessus, en fait, ça dépend. Parce que si on se base sur ce qu'a dit et répété Trump sur des années, il a déjà... Et Musk. Mais Musk, en fait, pour moi, ça va être plus un exécutant parce que le problème de Trump qu'il avait... Ça bien. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis. Il a fait à Twitter, en fait, il l'a bien fait quand même. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, Musk, il a une pratique dans ses entreprises qui est un peu différente de ce que font pas mal de chefs de boîte. C'est qu'il laisse créer pas mal de trucs, de structures, de projets, etc. Mais s'il voit que ça ne marche pas, en fait, il les tue immédiatement. Et en fait, c'est ce qu'il avait dit, ce qu'avait dit Trump à Musk quand c'est ça, c'est qu'il dit, avec lui, en fait, je sais enfin comment m'y prendre. Parce que, en fait, non mais c'est idiot, mais le fait est, c'est que Trump, en fait, il avait un gros problème, c'est qu'il avait des projets. En 2020, il avait déjà ce qu'ils appelaient la liste, je crois que c'était la liste D. C'était une liste où, en fait, ça aurait été
des agents sous contrat privé révocables à tout moment pour remplacer les postes supplémentaires de l'administration. Ensuite, il avait des projets pour réformer le ministère de la Justice. On a parlé des fois de fonctionnaires qui seraient gardés en poste, mais mis à des fonctions où ils n'auraient pas de boulot. Donc en fait, techniquement, ils ne sont pas licenciés. Donc ils ne peuvent pas demander ou faire de recours, mais c'est juste qu'ils n'ont plus de prise sur rien. Mais encore une fois, il faut voir comment c'est réalisable, parce que oui, Trump a la majorité à la Cour suprême, mais je ne sais pas en fait s'il y a des points où en fait il ne va pas avoir d'autres problèmes. Parce qu'au sein des républicains, oui, il y a beaucoup de MAGA, enfin de Trumpistes, mais je ne suis pas sûr que toute la structure, genre les juristes et compagnie, soit aussi motivée pour foutre en l'air les institutions deleuziennes qui ont été mises en place il y a 70 ans. Ouais, qui se sont hybridés avec K Street, c'est-à-dire le monde merveilleux des lobbies qui tiennent Washington et Wall Street. Donc ça va être très compliqué. C'est le vrai pouvoir qui. Et là-dedans, les partis, les deux grands partis ne sont qu'une excroissance. Après, ce qu'il faut voir, c'est que Trump, quand il est arrivé à la Maison-Blanche en 2016, il avait Steve Bannon et Michael Flynn. Là, il a Elon Musk. Oui, quand même, il y a un mec qui est un peu plus pertinent que les deux autres, d'ailleurs, qui n'ont pas fait long feu. Oui, les deux autres, il était entouré de rigolos, quoi. Donc, Non, mais là, il arrive dans un monde qu'il ne connaissait pas. Il faut admettre qu'il a pu fomenter sa vengeance, quand même. C'est quelqu'un qui. Et en venant c'est un là-dessus, historien, Donald Trump, il se venge à la fin. En venant là-dessus, j'avais lu ça dans le New York Times, ou je crois que c'était dans CBS. En fait, ils expliquaient que pour une fois, la campagne de Trump n'était pas bordélique. C'est-à-dire qu'il y avait un directeur, un financier, en fait, ça bougeait pas. Il avait une stratégie. Et en plus, quand Musk l'a rallié, alors déjà, Musk il lui a donné, je crois, 132 millions de dollars de donations directes. Mais en fait, il a mis en place un système que lui-même gérait tout seul et dont il répondait uniquement devant Trump pour le micro-ciblage, la gestion des porte-à-porte, etc. Musk a tout géré en autonome. Je veux dire. Ce qui fait que, en fait, Trump s'est autonomisé du Parti républicain. Donc, pas de possibilité de sabotage de la part des. Bon, en tout cas, c'était le cœur de sa campagne. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais lui, il partait quand même pour un bon nettoyage des écuries d'Augias. Oui. S'il balance la liste des clients d'Einstein, on va rigoler 2 minutes. Je crois quand même que Kennedy et Trump, qui sont quand même. Pardon, excusez-moi. Musk, qui sont là quand même. Ils sont là pour la défouraille, quoi. Ils sont là pour déboîter des culs. Ils ont une grosse envie de purge intergalactique. Et en plus, je crois que Musk prépare des allées sans retour pour Mars. Si j'ai bien compris. Vas-y, Gauthier. En plus, il faut se rappeler que les présidents des États-Unis sont présidents lors de leur deuxième mandat. Parce qu'il n'est pas possible de les réélire. En plus, il aura 82 ans quand il terminera. Donc, ils peuvent se faire bien plaisir à ce niveau-là. Mais moi, je crois quand même qu'il se voit une visée messianique. Je suis vivant, c'est pour redresser l'Amérique. Le vieux, il a que du golf ou ça à foutre. Je suis désolé. Soit il remplit des trous, soit il vire des gens. Mais il a rien. C'est le fait est que vieux, il n'a rien d'autre à faire. C'est le stade terminal en fait de la plutocratie. C'est que, comme disait Napoléon, qui voulait pas être un cochon et élevé à l'engrais pour quelques millions, c'est que la bourgeoisie, pour faire tourner la boutique, elle trouve des cochons qui sont des seconds couteaux et qui finissent leur carrière politique pour devenir millionnaires. Donc, typiquement Macron, par exemple, chez nous. Là, c'est vrai qu'il est déjà milliardaire. C'est-à-dire qu'il il a rien. Et globalement, ça l'intéresse pas spécialement de gagner des milliards en plus, parce que il en a perdu déjà. Oui, déjà, parce que passer certains trains de vie, que tu aies 5 milliards ou 500 milliards de fortune, c'est virtuel en fait. C'est du pouvoir, mais sinon, tu as le même train de vie, tu as tout. Et si son truc maintenant, c'est d'exercer le pouvoir et de faire de la politique, il peut le faire en autonomie. Et ça, c'est l'horreur absolue pour le système. De toute façon, les gars, il est au pouvoir, là, donc c'est pas la question. Si tu veux, les Obama, des Clinton, des gens qui ont été de médiocres, des universitaires ou des juristes lambda,
pour eux, la carrière politique, c'est l'Eldorado. Donc ces gens-là sont achetables. Là, si j'ai bien compris, Obama, il vaut pas loin d'un demi-milliard de dollars. Donc, Ouais, il les si a je fait. puis me- Voilà. C'est pas en faisant Mais- si je des puis me cours à permettre, mais Princeton qu'il aurait. Gauthier puis Bastien, s'il vous plaît, dans l'ordre des gens qui voulaient intervenir. Oui, c'est la régie qui dit. Et quelle est la place de Kennedy là-dedans? Parce qu'on Bah, parle voilà. toujours de Musk, mais il y a Kennedy. Et là, je trouve assez rigolo parce que Kennedy, c'est un anti-vax, alors que Trump, c'est Pas un celui qui a. anti-vax. Hein. Non, c'est pas du Sur tout le ça. Covid. Sur le Covid, on va Oui, mais dire. c'est pas la même chose. Anti-vax Covid, oui. Je Oui. parle pas des autres vaccins. Mais son livre est intéressant. Moi, j'ai pas. Il a un peu une tendance complotiste, mais c'est un personnage qui dit bon, il faut redresser l'appareil productif sur son flanc santé, que ce soit la bouffe, que ce soit le médicament. Il faut pas être un. C'est évident que c'est dysfonctionnel. Enfin, faut Mais pas- c'est quand même des grandes gueules. Moi, je vois mal l'attelage Kennedy, Musk, Trump fonctionner. Ça va être compliqué, à mon avis. Pourquoi? Bah, parce qu'ils vont s'engueuler à un moment. Non? Mais non, ils sont chacun sur leur dimension, en fait. Ils se marchent pas dessus, hein. Kennedy, Ouais. lui, c'est santé, bouffe. Musk, c'est lancer des roquettes et sortir sa bite. Trump, c'est faire des hey, I'm the best, America is the greatest. Today, I want again. We won the election. I feel so happy because America is the greatest. Ouais, d'accord. Mais moi, je pense que c'est pas un problème, quoi. Mais en plus, il a un flux comme ça, c'est simple. Donc, voilà, merci. Je suis pas Bastien, persuadé qu'ils vont se bouffer le cul, moi. Je pense qu'ils vont plutôt. Ça peut. Comme ils sont chacun sur des champs différents, ça peut fonctionner. Non, Alors. mais là-dessus, je pense que Kennedy, en fait, lui donner un secrétaire d'État, ça lui il va avoir tout son boulot à gérer et il aura tellement de travail pour 10 000 ans que je pense qu'il va pas poser de questions et juste s'occuper de son ministère. Hein. Ça va être. Non, mais même pas, tu sais, ils Non, peuvent il a faire un déjà truc. proposé un noir. Il a proposé un noir pour le ministère de la Santé. Et lui voudrait gérer le flanc industriel de la bouffe et de la santé. Mais après, concernant moi, les différents problèmes j'en parlerai 20 fois, mais les Obama Gate, la fondation Clinton, c'est l'opération Fast and Furious. Enfin, c'est vraiment un truc qu'a fait Obama. Hein, enfin, les types ont mis pendant, je crois, quasiment un an, voire deux, des mecs du FBI sur Trump pour trouver que c'était un agent américain. Ils font un rapport de 14 500 pages. un agent russe. Voilà, un agent russe. Ils font un rapport de 14 500 pages, il n'y a rien. Et Obama dit bon, c'est pas grave, au cas où ça pouvait être un russe. Obama, il s'est enrichi durant son mandat, mais ça, c'est illégal. Parce qu'en fait, non, mais c'est des choses comme ça. Et Oui, je Obama, suis il a un. d'accord, mais soyons lucides 2 minutes. Trump, en 4 ans, il peut pas prendre le pouvoir sur la CIA, sur les administrations. C'est pas Non, possible, en fait. Et c'est là où mais Gauthier a raison, c'est là où Seb a raison. Son impact, même s'il a vraiment toute la puissance de frappe qu'il puisse imaginer, son impact restera limité à l'aune de ses ambitions, quoi. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Noah, de ça? Comment tu vois ça? Est-ce qu'on est trop optimiste? Est-ce qu'on bouffe un peu la communication? Ou est-ce que tu vois vraiment un nettoyage des écuries d'Ogias de la part de Trump? Oui, je suis la voix dans le vide, je suis la voix de la régie. Moi, je me dis que, effectivement, même si le parti républicain n'est pas forcément entièrement aligné sur Trump, vu que ils sont pas tous des Trumpistes, hein, le Trumpisme c'est un peu spécial, il peut essayer au moins de poser les bases d'un cassage des reins, on va dire, d'une partie de l'État profond. S'il essaie de s'attaquer au noyau le plus dur, c'est-à-dire typiquement les institutions de l'OCEAN, ça risque d'être très compliqué avec un impact limité. Mais s'il essaie de faire un nettoyage plus dans d'autres sphères administratives, ce qui est beaucoup plus réalisable, je pense, ça pourrait assainir, de manière générale, le paysage politique et éventuellement peut-être le fonctionnement même des États-Unis, avec justement une perte de prise de l'État profond sur la marge du pays. C'est-à-dire typiquement que celui-ci ne serait plus en mesure d'entraver suffisamment, au moins à l'intérieur, les actions d'un président avec lequel il ne serait pas en accord.
Après, il n'y a pas non plus, la CIA n'est pas invincible. Après le Vietnam, ils se sont pris une commission dans la gueule. Je sais plus le nom de la commission, mais qui était de purger tous les excès qu'ils avaient commis pendant la séquence Le massacre d'Halloween, c'est ça? En 73. Mais il y avait donc, c'est après le retour de Flamme de la guerre froide, un peu malheureusement, ça, mais il y avait, s'il y a une commission sénatoriale, il a la majorité au Sénat, donc il n'est pas tout seul. La présidence, c'est une tête parmi d'autres. Et s'il a le Sénat derrière lui, enfin le Congrès, pour être plus exact, il peut, eux aussi, ils ont le droit de rigoler s'ils ont envie de se faire une belle commission et de se payer la CIA ou le FBI pour savoir. Donc, évidemment, après 4 ans, c'est extrêmement court, surtout que sur ces 4 ans, tu en as quand même la moitié où c'est déjà la pré-campagne qui commence. Et puis, tu as les midterms. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, Il n'y a que 2 ans de fait de voilà, suprématie c'est ça. assurée. C'est quand même bien foutu le système. Hein. Si les institutions de l'OTAN se sont installées, c'est parce que c'est politique. Mais en fait, ce qui est Comme disait- intéressant, c'est que ça déborde sur ma deuxième question. Je crois vraiment que c'est intéressant parce que est-ce que les États-Unis peuvent vivre sans les guerres, en fait? Et Ils la sont CIA étant bien installée en Occident, en Europe et de par le monde, la question est intéressante parce qu'elle est. Moi, c'est là où il y a une part de naïveté dans la perspective trumpiste qui se veut, à mon avis, fondamentalement isolationniste parce qu'elle se veut, premièrement, elle veut mettre des tarifs aux frontières. Deuxièmement, le pas de guerre. Moi, je suis désolé, c'est un empire militaire qui a besoin de guerre, qui a besoin d'installer le dollar et qui a besoin de de diviser le continent en monde. Donc, ça me paraît impossible. Et est-ce qu'elle peut se permettre de saquer les institutions de l'Essienne en sachant ses besoins? Et c'est là où moi, j'y crois pas trop, personnellement. C'est en fait, faut s'attendre sur le nom de guerre. Ce que Trump ne veut plus, c'est les guerres des néoconservateurs avec l'avènement de la démocratie à coups de latte, le Moyen-Orient. Très clairement, je pense que la définition bellogène la nature bellogène des États-Unis, il en est conscient, mais il a envie de se recentrer sur ce qui lui paraît lui important, c'est-à-dire le conflit commercial avec la Chine. Parce qu'il y a une trouille, il y a une montée du syndrome du péril jaune aux États-Unis qui est quand même assez fou, quoi. Et tout le monde en joue, les démocrates, sur chaque fois qu'il y a les voitures chinoises. C'est comme la grande peur des Japonais, mais puissance 1000. Parce que là, les Américains sont beaucoup plus faibles, se sont affaiblis, et que les Chinois sont bien plus redoutables que les Japonais. Non, c'est ce qu'il veut, c'est d'éviter les conneries au Moyen-Orient et maîtriser le truc. C'est-à-dire que les nations de l'OTAN, c'est pas qu'il veut les faire sauter, c'est qu'il veut leur dire vous êtes des instruments, vous allez faire ce qu'on vous dit et vous allez attaquer là, là et là, et pas là, là et là, et pas mener votre propre politique. Donc, non, il est parfaitement. D'ailleurs, il l'avait dit, hein, $100, on n'est plus rien, on est à poil. Il l'a dit. C'est quand même extraordinaire pour le coup. Alors, du pense qu'on veut du personnage. D'abord, il est quand même très lucide. Donc, il va défendre le statut de dollar, etc. Alors, est-ce que pour autant, il y a le camp d'en face, c'est aussi les Chinois. Les Chinois, eux, n'ont pas l'intention d'entrer en conflit ouvert avec les États-Unis parce que ils profitent du statu quo. Ils sont dans le long terme. Donc, il va y avoir beaucoup de situations, il va y avoir des guerres commerciales. Pour le synthétiser, il y en a où chaque seconde il gagne de l'argent, il y en a un autre, chaque seconde son armée lui coûte de l'argent, tout simplement. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que le projet de Trump et ce qu'il veut vendre aux Américains, parce que c'est surtout là-dessus c'est un des trucs sur lesquels il est attendu, est d'arrêter de faire des guerres dans des pays de merde que personne ne sait que c'est sur la carte pour rien. Parce que c'est des guerres, parce que c'est 20 ans, les États-Unis au 21e siècle, c'est 20 ans de guerre pour rien. Et ça, c'est common knowledge là-bas. Ils savent qu'ils ont été en Irak pour rien, que la Syrie pour rien, l'Afghanistan. C'est pas complètement pour rien, excusez-moi, mais là, ils ont. C'est quand même très abstrait pour le. Non, attendez, je veux dire, le Moyen-Orient, c'était quand même un pétrole pas cher, et l'Afghanistan, c'était bloquer les apports énergétiques à la Chine, ce qui a ralenti le développement chinois. C'est pas pour rien, mais c'est peut-être insatisfaisant vu le coût. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est quand même
pas super bien fini. Il serait intéressant d'écouter Gauthier ou Noah sur ces sujets qui ont une vision plus quantitative. Merci à vous. Noah, tu veux? Oui. Sur l'Irak, il y avait l'enjeu du pétrole, mais il y avait aussi tout ce qu'on a appelé les faucons, qui justement ont poussé à la guerre et qui étaient très liés à des entreprises, notamment du bâtiment et tout ça, qui misaient sur la destruction de l'Irak pour reconstruire le pays derrière avec leurs entreprises pour se faire de la thune. Mais il y avait l'enjeu du pétrole, effectivement, ce qui a beaucoup changé à partir des années 2010 avec l'émergence du gaz de schiste, qui a autonomisé les États-Unis à nouveau en termes de pétrole. Et l'Afghanistan, il y avait aussi l'enjeu de mettre la main sur l'opium et pour tout ce qui est médicaments opiacés. Les États-Unis ont vraiment contrôlé Oui. une énorme partie de la production d'opium mondiale. Un chiffre, juste pour additionner, je te laisse parler. Après la guerre en Afghanistan, je crois, 93% de la production d'opium passe sous contrôle américain. C'est le chiffre qui sortait à l'époque. Ouais, non, mais c'est ça. Et ce qui avait fait chuter les talibans, on le sait pas trop, mais c'est que les talibans avaient interdit la culture de l'opium. C'est pour ça qu'entre autres, ils n'ont pas eu une prise suffisante sur le pays, et que là, quand ils sont revenus, ils ont fait « Ok, on vous laisse tranquille avec l'opium ». Et du coup, les gens, ils étaient OK avec le fait qu'ils reviennent. Gauthier? Il y a aussi un point à voir avec la guerre en Irak qui a lieu en 2003, c'est que c'est après la mise en place définitive de l'euro en 2002, avec la crainte que l'euro puisse devenir une monnaie de réserve, notamment si elle est adossée à des réserves de pétrole. Au moment où le régime de Saddam Hussein n'étant pas éternel, avait les premières réserves de pétrole non utilisées du Moyen-Orient. Donc, les guerres américaines n'ont pas été complètement inefficaces. Elles ont permis notamment de saborder l'Europe, que ce soit avec la guerre en Irak, puisque ça a fait que l'euro n'a pas été une monnaie adossée à de l'énergie. Donc, du coup, elle a continué à ne rien valoir en pratique. La guerre en Libye, qui a permis de mettre l'Europe en joue via l'arme migratoire venus du continent africain. Donc les guerres ont été et j'ose même pas parler de l'Ukraine. Donc les guerres américaines ont été très efficaces au XXIe siècle pour bousiller l'Europe. C'est vrai qu'en Asie, ça a moins bien fonctionné. Oui, mais en ça, ils sont très cohérents et très immédiats, et c'est pour ça qu'on est un peu bête de ne pas le lire. Ils ne combattent que les concurrents. Oui. D'où l'emblème chinois qui est maintenant la grande puissance. Après, bon, il reste plus grand chose à bousiller en Europe, justement. Donc, C'est ça. On va bientôt être tranquille, c'est bien. non, mais je pense que le boulot est fait, si tu veux. Et puis, surtout que il y a un truc il faut tordre le cou. Et là, je vais mettre un petit coup de griffe au milieu nationaux et souverainiste, c'est qu'il y en a Attendez, qui vu la santé de Pierre-Yves, je t'interdis de parler, s'il te plaît. non, mais qui commencent à frétiller parce qu'ils disent ça va être une source d'inspiration. Non, parce qu'en plus, en face, il y a déjà les premières réactions. Un peu mon dada. États-Unis, 3% de la population mondiale, 15% de l'énergie brute consommée. Pas possible que ça tienne. Il faut qu'ils Les aillent récupérer Européens, ailleurs. c'est combien? S'ils produisaient des trucs, ça irait. Le problème, c'est qu'on voit quand même qu'on a une Amérique qui, en termes de production, est devenue inexistante et qui a un appareil militaire qui est extrêmement coûteux. Et les guerres, je veux bien, mais elles sont pas si rentables que ça. Moi, je veux bien qu'ils aient été se nourrir sur la bête. C'est ce qu'on entend avec l'appareil financier anglo-saxon et qu'ils aillent se faire du pognon. Mais je suis pas persuadé que. Je pense que la machine s'essouffle un peu. Et elle s'essouffle d'autant plus qu'elle est en surchauffe. C'est-à-dire que finalement, tu as l'impression que l'appareil financier est devenu un peu moteur des guerres. Et c'est là où ça commence à perturber. C'est que c'est une arme parmi d'autres, mais quand c'est tes armes qui conduisent ta main, tu vas te blesser, cher ami, parce que quand les armes sont ta vie, c'est la mort qui t'attend. Enfin, En termes de C'est-à-dire ressources, ils ont Périra toujours de bonnes réserves. par l'épée, périra par l'épée. enfin, Ah, encore mais une fois, le déclin de l'Empire américain, à mon avis, est inévitable. Lui, il peut le stabiliser, on va dire, mais pas plus. Ça peut être une sorte de moment dioclétien, si tu veux. On replate le truc.
Alors, pour rebondir là-dessus, Sébastien, j'aurais une question, mais ça sera peut-être la dernière, parce qu'après, il va peut-être falloir qu'on aille faire dodo quand même. On a dit souvent que l'URSS a eu Gorbatchev. Et on attend depuis au moins la crise de 2008 le Gorbatchev américain. Je me rappelle avoir interrogé le journaliste américain Suskind qui disait Obama, ça va être le Gorbatchev américain. Il était censé Ça t'a achever les rappelé- États-Unis. On Ah a eu, non, on a eu le faire la Yeltsin réforme et américain. réussir. Hein. Bidon était quand même le Yeltsin américain. Je dirais Oui, Brejnev. mais sobre. Alors, Oui, il y a ouais, le Yeltsin, mais y a-t-il eu le Gorbatchev? Est-ce que Le Trump Yeltsin, en tout cas. Il y a eu peut Yeltsin. être le Gorbatchev américain? Oui, après, enfin, Moi, je encore une crois fois, pas. je pense que c'est Les quand même très analogies, compliqué elles ont des de. limites quand même. Hein. Je pense que c'est quand même très compliqué de comparer les deux situations parce que d'un côté, vous aviez un système. Enfin, d'un côté, vous aviez un système qui pouvait vivre à peu près en autonomie, mais qui était en voie de dégénérescence, comme l'avait montré Todd, en fait, sur des points de vue de signes vitaux assez évidents. Et ensuite, là, en fait, le problème des États-Unis en tant que tel, c'est que, enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que je répéterai jusqu'au bout, mais enfin, ils ont le même budget militaire que le budget de la Sécu française. Ils ont le même. Ça en dit long sur la sécu française. Je peux pas Oui, dire. non, mais, ou Ouais, le bon, budget le budget américain, mais officiel, c'est pas ce que je ça. veux dire, c'est que. Non, mais vous regardez à l'année, moi, c'était un calcul qui m'avait effrayé, c'est qu'en fait, si ils utilisaient leur budget militaire pour refaire les routes, les canalisations, enfin bref, la totale, il leur faut une année pour Oui, tout mais c'est refaire. des calculs absurdes parce qu'en fait, tu Non, vois. mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais ce que je veux dire, c'est que matériellement, vous n'allez pas m'expliquer que toutes les guerres qu'ils ont fait, ça ne serait payé que 10% de leur budget militaire annuel. Ah non, mais ça alimente une partie de l'économie, le complexe militaro-industriel. Après, il y a quand même beaucoup de pertes parce que quand on regarde les forces réelles, et c'est à des propos pour ça que les élites occidentales pensent toujours avec son passé, s'imaginent que l'armée américaine, c'est l'armée du général Schwarzkopf qui vient défoncer l'Irak de Saddam, c'est-à-dire 500 000 hommes avec une coalition totale d'un million de soldats et un avantage technologique écrasant. Aujourd'hui, il y a eu des bruits de bottes à propos de l'Iran. L'Amérique pourrait faire beaucoup de mal à l'Iran, mais ne pourrait pas le plier à un pays comme ça. C'est un Ils n'ont plus les piège. moyens. Ils C'est un n'auraient client pas sérieux, la... l'Iran, par rapport à Non, mais l'Irak, quand même l'Irak, affaibli par l'embargo et une Le première terrain est défaite. absolument pas le même, c'est non, mais pas les du gars, tout la même l'Ukraine, chose. est-ce qu'on n'a pas tous appris quelque chose avec l'Ukraine? Je veux dire, honnêtement, C'est que... Bah... ça a été de l'ubris d'ailleurs, le conflit ukrainien. Ils n'ont Tu, pas les tu- ressources. Mais c'est pas ça. Enfin, Enfin, ils bon. n'ont pas la production industrielle nécessaire pour Mais soutenir c'est bien un aussi que conflit. les choses ont beaucoup changé. Maintenant qu'on peut produire pour 100 balles des drones qui éclatent à peu près des trucs qui coûtent des millions de dollars, Il y a une c'est le révolution même donne militaire. aussi. Maintenant, il y a un accès quand même à la compétitivité technique qui est tout à fait sérieux, quoi. Il y a une révolution militaire en cours avec les drones. C'est-à-dire que jusqu'ici, justement, et c'est pour ça que tous les Benjamin Haddad et les va-t-en-guerre en culotte courte ne Non, comprennent pas, c'est que pour eux, méfiez-vous de Benjamin nu avec son couteau dans le. mais c'est que les types s'imaginent que la guerre moderne, c'est de la Deuxième Guerre mondiale sous stéroïdes, avec des plus gros chars, de plus gros avions. Non, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est que les chars et les avions de combat, qui sont quand même les deux stars de la guerre conventionnelle depuis la Deuxième Guerre mondiale, sont extrêmement vulnérables. Le ciel est maintenant saturé de drones, de missiles, de ce que tu veux, et du fantassin. Même des unités de fantassin ont des solutions pour faire énormément de dégâts sur la. Donc toutes ces armées, ce modèle d'armée qui est très lourd en chars comme par exemple Israël, pas sûr que ce soit très compétitif sur le front. L'infanterie est redevenue la reine des batailles vu qu'elle a maintenant un éventail d'outils pour lutter contre les chars, les avions, qui est surdéveloppé. Bon, on le voit en Ukraine, hein, comme c'était. Le monde a changé, le monde a changé. Mais c'est pas le seul plan sur lequel le monde a changé. On voit quand même les BRICS, géopolitiquement. On voit des substituts à SWIFT. On voit vraiment un monde qui change à une vitesse folle. Et la première cause de déclin, à mon avis, de l'Occident, c'est
on a l'impression d'une cécité volontaire de nos élites qui se dit non mais C'est les gars, Il faut quand même voir, on est trop fort, bam, on nique tout le monde. Non, tu niques personne, ta gueule. il faut C'est quand même débile. voir que le débat lors de la présidentielle américaine, c'est la question de savoir si les Haïtiens mangent des chats. Oui, mais ils les mangent et ils font bien. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà envoyé plusieurs chiens en Haïti, donc excusez-moi, mais Toutouf et c'est quand même un Bibite petit et peu Chacha limité. sont partis en Haïti nourrir des gens. Parce que moi, je pense à l'humain d'abord, monsieur. Mais non, enfin, par rapport à ça, c'est quelque chose. Bon, après, encore une fois, c'est tout le temps le même discours par rapport au système américain, mais on en parlait tout à l'heure par rapport à Trump, est-ce qu'il peut faire ci, est-ce qu'il peut faire ça. Mais généralement, les pays où ils ont des mandats courts, et là c'est vraiment très court, hein, c'est-à-dire que vous êtes officiellement 4 ans en responsabilité, en vrai c'est plutôt 2 ans parce que les autres années, c'est vous êtes en campagne. Et ben, sur ce genre de cas, généralement, c'est soit l'administration, soit des autorités parapolitiques qui gèrent les affaires courantes. Et là, moi, je vois pas, parce qu'aux États-Unis, modifier la Constitution, c'est pas la peine. Leur système administratif, ok, je veux bien qu'il y ait Musk et tout ça, mais en fait, la CIA, le FBI, ça me paraît beaucoup trop compliqué. Le ministère de la Justice, encore oui, mais dans quelle mesure? Et enfin, c'est tout le temps comme ça, c'est que je me dis, on parle de sommes tellement importantes et on parle de problèmes d'interconnexion entre l'Europe, l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada. Enfin, on parle d'un système qui a été mis en place pendant 70 ans. Et aujourd'hui, tout le monde voit qu'il y a un problème, mais on est tout le temps dans cette espèce de peur du mouvement, de l'imprévisible. Donc on se dit, bon, on fixe le modèle, et si le modèle ne marche pas, on va le radicaliser. Exemple, le cas qu'on a eu récemment, c'était pourquoi est-ce que l'Union européenne ne veut pas entre guillemets, s'autonomiser réellement, c'est qu'ils disent oui, mais on aura une armée européenne, puis ensuite, on aura une défense au cas où si les Américains, mais il faut toujours qu'on soit axé sur Oui, eux. mais Enfin, je veux je veux dire, dire, tu peux répondre immédiatement à à ton propre commentaire. Toi qui aimes bien la Turquie, tu vois qu'il y a eu dans l'histoire des choses qui meurent de leur inertie. Et il n'y a rien à faire. L'Occident crève d'être dans une inertie folle avec des institutions qui n'ont pas l'unicité et qui n'ont pas les perspectives. Tu parles de n'importe quel sujet avec un occidental, tu as l'impression d'être dans les années 80. C'est ça, c'est quand ce qui est, Il est dans les années 80. il est normal en fait, et même humain, de penser le monde avec un peu tel qu'il était pendant nos 20 ans, pendant des années de formation. Donc, Ce qui est hallucinant, c'est que là, on a des gens relativement jeunes, comme Macron et Attal et compagnie, eux, ils pensent le monde comme il était quasiment avant leur naissance. C'est-à-dire que c'est des gens qui ils reproduisent des idées de vieux morts, quoi. Ça fait peur, quoi. Là, on peut parler d'une vraie décadence, c'est-à-dire des gens qui reproduisent mécaniquement des schémas de pensée complètement datés, sous un vernis de modernité totalement superficielle. là, Écoute, on parle de. Sébastien, c'est une belle ode funéraire. Bastien, tu veux rajouter quelque chose et puis on va peut-être lever le banc parce que Oui, ça mais je serait... dirais là, il est temps qu'on s'arrête parce qu'on parle de nécromancie. Dans 2 minutes, on parle de la Bretagne. Ok. Ben, c'est sur ces bonnes paroles que je vous souhaite bonne soirée, les amis. Bon, écoutez, merci pour l'échange, c'était intéressant. Bonne soirée. On sortira les extraits tous cette semaine. Je vais faire le découpage, pas ce soir parce que finalement ça intervient plus tard, mais demain. Je vous remercie. Et je pense de toute façon que ça va nous faire parler encore un moment. Et, Les 2 prochaines années au moins. on n'a pas mis tous les rendez-vous encore dans le calendrier, Gauthier, mais on peut s'arranger si tu le souhaites. Merci messieurs. Excellente soirée à vous. Merci à nos auditeurs. Merci de soutenir la zone libre. Et à bientôt. Et merci aux Bretons. Ou pas. Dans la dissociété des dysphoriques contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.